Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, plus que jamais, nous allons encore vous offrir une autre manière de faire la télévision. Nous sommes mardi, il s'agira de mardi entrepreneuriat. Tous les mardis, nous avons un volet de l'entrepreneuriat. Notre objectif étant d'inciter, d'amener le plus grand nombre de personnes, plus précisément les jeunes, à s'intéresser à la chose entrepreneuriale. Ce matin, nous allons parler des risques en entrepreneuriat, mais également du gain. Quelle est l'adéquation que nous pouvons mettre entre le risque lorsqu'on est entrepreneur et maintenant l'aspect ayant trait au gain lorsqu'on est également entrepreneur? C'est justement la problématique principale de ces échanges ce matin. Mais avant tout cela, comme vous le savez bien, nous aurons déjà marqué un arrêt du côté des kiosques avec la très éblouissante Claudia. On aura déjà aussi marqué un autre arrêt pour la dénonciation du jour. Pour bénéficier de tous ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. La chaîne de télévision s'intitule Info TV. Ici, nous sommes en train de promouvoir le vivre ensemble. L'Info TV, c'est la chaîne de tous les Camerounais, la chaîne de tous les Africains, la chaîne de tous ceux qui veulent voir notre Cameroun qui soit justement possible. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous commençons par accueillir ceux de ces invités qui nous accompagnent. Julien Maxime Ibrahim, bonjour. Bonjour Pafa ici, bonjour à tous les millions de téléspectateurs, bonjour aux copanélistes. Je suis très ravi d'être avec vous ce matin. Comment vous allez, Ibrahim? Oh, je vais assez bien. Je porte même les salutations de mon chef de famille en votre endroit. Ah, d'accord. Et à Monsieur Gandhi Sylvestre Ndanga, qui m'a hautement recommandé de vous saluer personnellement. Ah, merci beaucoup. Donc, vous avez pratiquement la chefferie de la région de l'Est. Ah, c'est très important, hein. À chaque fois que ça vient d'une chefferie, je prends cela très au sérieux. Cela signifie que les ancêtres sont d'accord. Tout à fait. Merci à cette chefferie de l'Est, à M. Ndanga et tout le reste, hein, Voilà. qui nous regardent et qui nous soutiennent de ce côté. À côté de vous, tout en rappelant naturellement que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes expert en entrepreneuriat. À côté de vous, donc, nous accueillons Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Pafa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez? Je vais très bien, mais juste qu'au niveau du ministère des PME, il paraît qu'il y a une situation qui nous dérange un peu, surtout nous les entrepreneurs. Le ministère devait recevoir quelqu'un de très important qui venait depuis la Côte d'Ivoire. Ouais. Et il paraît qu'on n'a pas pu le recevoir à cause d'une coupure de courant. Donc la personne, cette invitée, cette sommité ne pouvait pas grimper 17 étages d'escalier avec les pieds parce que les ascenseurs ne pouvaient pas fonctionner faute d'électricité. La personne sortait de la Côte d'Ivoire. Oui, une sommité justement. Et la rencontre n'a plus eu lieu. N'a plus eu lieu à cause de cela. Et c'est le ministère tutelle de nous les entrepreneurs. Et cela est une mauvaise situation. De toutes les façons, nous allons enquêter pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Okay. Joseph Zambo est donc justement chef d'entreprise. Il est également formateur dans le cadre justement de l'entrepreneuriat. Joseph Zambo, avez-vous l'impression que depuis que nous mettons des programmes sur Info TV, des programmes où nous parlons exclusivement de l'entrepreneuriat, que ça tire plus d'un Camerounais, plus d'un Africain, plus d'un téléspectateur? Comme je l'ai toujours dit, pour le moment, Info TV est encore le seul programme pour le moment, la seule chaîne télévision pour le moment qui a eu cette ingénieuse idée sur son programme Espace Miné d'avoir une journée portée sur l'entrepreneuriat. C'est un exercice hyper difficile, sinon il serait déjà copié. Parce que ce n'est pas de la dispensation des connaissances, ce n'est pas directement de la restitution des connaissances issues des livres, des bouquins, comme font la plupart des formateurs, mais plutôt c'est un débat. Tout à fait. Un débat sur lequel beaucoup de personnes sages apportent des idées. Mais un débat pédagogique. Voilà. À la fin du débat, on ressort avec quelque chose. Et chaque jour, quand je passe dans les rues du Cameroun et même à l'international, on nous reconnaît. On applaudit l'initiative et surtout on donne de l'espoir. Parce que
il faut que le jeune Camerounais commence à rêver, parce qu'il faut d'abord rêver avant de commencer à réaliser. Merci Joseph Zambo. En face de vous, nous accueillons Yvan Boula. Il est également entrepreneur. Il est technicien en réseau et télécommunications d'entreprise. Il est donc entrepreneur en télécom. Bonjour et bienvenue au programme, Yvan. Bonjour Parfait ici. Bonjour à tous mes companélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs du Cameroun et du monde en général. Je m'en voudrais si je ne vous transmets pas les salutations de mes collègues qui ont beaucoup d'admiration à votre endroit. Vous abattez un travail excellent. Merci. Vous avez fait de Info TV une chaîne quasiment mondiale en termes d'audience. Donc nous vous disons merci du travail que vous faites et nous souhaitons que vous continuiez dans cette lancée. Merci Yvan d'être là ce matin. C'est la toute première fois que vous serez donc sur Espace Miné. Alors, lorsqu'on dit qu'on est technicien en réseau et télécommunications, ça veut dire quoi de manière un peu plus précise? Alors, en quoi consiste votre travail? Donc, technicien en réseau et télécommunications, c'est le pilier de ma formation. D'accord, la télécommunication, c'est un domaine qui est très vaste. Tout à fait. Après, il faut subdiviser, donc on n'aura pas tout le temps de détails ici. Tout à fait. Il y a la communication dedans, il y a les réseaux, c'est-à-dire l'informatique. Donc, la télécommunication, c'est un domaine très vaste. Tout à fait. Alors, on ne peut pas se limiter à sa formation initiale. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'au Cameroun, il faut un peu croquer. Je vais dire quoi, c'est difficile. Il faut diversifier ses connaissances. Voilà, il faut diversifier ses connaissances. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui offre, c'est le meilleur moyen de pouvoir exprimer ce qu'on a appris de façon pratique et pour pouvoir résoudre les besoins précis des Camerounais. Merci d'être là. Accueillons également Pierre Blériot-Niamek qui reste notre consultant, le consultant planétaire, le dit fils de Boumi, bel descendant de Omniobe. Pierre Blériot-Niamek, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, Parfait ici. Merci de m'associer à cette réflexion. Je ne serai pas étonné dans les jours qui viennent que vous soyez fait faune de faune quelque part. Parce que je me demande, les chefferies vous envoient les salutations. Rassurez-vous, ce n'est pas mon premier objectif. Tous les collègues du copanélisme vous envoient. Il y a aussi tous ceux qui travaillent avec M. Zambo. Bon, je ne serai pas surpris que dans les jours qui viennent, que je sois élevé faune de faune. De toutes les façons que le ciel t'entende. Donc, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et puis, je regrette quand même que pendant les dénonciations, vous me priviez de ma nouvelle appellation. Ah bon? Oui, je t'ai demandé de me voir. Je ne m'as pas encore vu. Bon, je promets de te voir. Je te fais aussi du chantage. Parce que les gens revendiquent, ils voient que je casse tout, mais toi... Vous savez, quand on casse tout là, moi j'ai peur. Ah ben, d'ailleurs... vous risquerez de casser ce plateau un jour. Il y a même un intellectuel, il faut l'appeler ainsi, qui vient de commettre une tribune. Oui. Où il jette à la vindicte populaire deux personnalités publiques, le docteur Fridolin Nke et moi-même. Bon, c'est vrai qu'il y a, Blériot, je t'interromps d'abord, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette publication ce matin. J'avoue qu'avec les milliers de publications que je reçois par jour, je n'ai pas encore lu. J'ai vu, il y avait le docteur Fridolin Nke, il y avait vous-même. J'avoue que je ne sais pas. Il s'agit de quoi? Bon, en fait, il dit que nous sommes des intolérants, nous sommes des violents. Nous appelons ceux qui s'opposent au régime des monstres, des criminels. Il nous invite au débat et non au combat. Bon, le docteur Fridolin Nke a de la bouteille, il saura lui répondre. Moi, je lui dis simplement que si l'objectif est de nous jeter, ou de me jeter à la vindicte populaire, c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais être mangé à toutes les sauces. J'ai suffisamment de cardio pour ce genre de choses. Et il ne va pas nous empêcher, je l'ai encore dit hier, que l'opposition devrait être une opposition violente.
ne doit pas être une opposition douce, amorphe. Oui, mais dans violente, là, il faut quand même que ce soit bien circonscrit. Parce que quand on dit une opposition violente, ça peut aussi aller dans tous les sens. Je n'ai pas dit une opposition insurrectionnelle. C'est toi qui connais le gros Moi, français. oui. Vous êtes sûr que le gars du marché Mokola sait Non. qu'on a différence entre la non. violence et l'insurrection? Moi, mon modèle politique dans le monde... L'insurrection commence par la violence, Blaireau. Mon modèle politique dans le monde, c'est Mélenchon, le président du Parti des Insoumis en France. C'est une langue bien exercée, c'est une langue poignante qui ne contourne pas. Voilà mon modèle. Maintenant, est-ce que moi-même je suis insurrectionniste ou insurrectionnel? Non, du tout. Je ne casse pas les maisons des gens. Mais tu casses tout. Je casse les idées des gens. L'opposition ne doit pas être une opposition de collaboration. C'est ce que je dis clairement. Dire qu'on doit avoir le genre de posant qu'on avait en RDC, Étienne Tshisekedi. Je ne parle pas de son fils, là. Je parle du père qui affrontait Mobutu. Mais l'opposition, à l'occasion de la conférence nationale souveraine qui avait lieu au Congo, Kinshasa, un des fils de Mobutu était décédé. La famille avait été frappée par un deuil. C'est une opposition qui est compatissante, qui avait dit, bon, à l'occasion, nous sommes des Africains. Si on est en guerre avec quelqu'un, il perd son fils, on arrête d'abord. C'est la guerre des idées. Et ces idées-là ne doivent pas devenir des idées qui collaborent. Merci, Voilà. Pierre Blériot-Yémec, d'avoir justement reprécisé votre pensée ce matin, dans l'espoir que vous serez enfin compris, même si je pense également que Pierre Blériot, nous sommes de plus en plus dans un contexte où les gens refusent même de vous comprendre. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer quelque chose, tout le monde comprend même, mais on refuse de comprendre. On vous a déjà catégorisé. Et je dénonce également le fait que Blériot, nous sommes dans une espèce d'intolérance. Moi, je suis pour le choc des idées. Voilà pourquoi j'adore le débat. J'adore le débat et non le combat. Mais je pense, Blériot, que de plus en plus, il y a une catégorie de personnes. Dès que vous ne pensez pas comme elle, cette catégorie de personnes, vous êtes jeté à la vindicte populaire, on insulte votre grand-mère, on insulte votre grand-père, on rappelle que vous êtes un affamé. Juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, on vous rappelle donc que vous êtes un affamé, vous êtes un haineux, vous êtes un aigri. Il y a un chant, tout un chant lexical qui est utilisé. Je dénonce cela ce matin. Vraiment, restons dans le choc des idées et non justement dans le choc des personnes. Pierre Blériot, en vous repassant la parole, je suis de ceux qui pensent que nous devons promouvoir la force des arguments et non l'argument de la force. Oui, parfait. Je vais conclure sur cette question avant la sagesse du jour. Oui. Sur ma page Facebook, un compatriote de la zone anglophone s'est permis de venir me menacer. Oh là là. Parce que j'ai dit que nos frères qui se déplacent, quelques-uns d'entre eux créent de l'insécurité. Est-ce que vous avez menti? Non. Je veux qu'on soit clair. C'est moi qui peux menacer les gens. C'est pas parce que vous me voyez à la télé, c'est moi qui peux menacer les gens. Internet, votre affaire, Facebook, tout le monde se... C'est moi qui peux menacer. La peur ne peut pas être de mon côté. Donc, je dis encore, si nous accueillons nos frères, qu'ils soient du pays, des déplacés internes ou de l'extérieur du pays, des frères maliens, je ne sais pas quoi, Centrafricains. ils doivent bien se comporter là où on les accueille. S'ils se comportent mal, on va réagir de la manière la plus dure qui soit. C'est-à-dire qu'on va punir 2 fois plus l'étranger que l'autochtone. C'est-à-dire si un étranger vient chez moi, il tue mes filles, il viole. C'est compliqué. Quand je me mets à le punir, je le punis doublement. Il faut que ce soit clair. Donc, c'est moi qui menace les gens. C'est pas parce que vous me voyez là à la télé. En temps normal, quand les gens me rencontrent dehors, ils ont peur. C'est pas, je suis pas au genre, tu rencontres, comment. Un type avait essayé, il me rencontre dans un supermarché. C'est toi qui parles souvent Je lui ai dit, tu regardes, tu as même vu l'homme à qui tu montres le doigt. Ça peut être la dernière fois que tu utiliseras ce doigt. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Bon, tu peux écrire tes trucs, ça permet d'avoir les vues Facebook, mais quelqu'un pour me menacer n'est pas encore né.
Celui qui a essayé l'a vu. Donc, c'est Merci. clair que désormais, tout ce qui n'est pas bon, nous le dénonçons. Voilà pourquoi nous sommes le grand hôpital. Pour vous qui êtes chargés, pour vous qui avez des problèmes, venez ici et on vous procurera du réconfort. Pierre Bleriot-Yemec, la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit ce qui suit. La pire des collaborations est celle où l'on travaille les uns contre les autres. On peut reprendre? La pire des collaborations est celle où l'on travaille les uns contre les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfait, le mal le plus profond aujourd'hui, que ce soit en famille ou dans les entreprises, c'est que certains travaillent contre leurs frères ou contre leurs collègues. C'est-à-dire, on est dans une entreprise. Moi, je travaille pour que le travail d'Aïssi tombe. Oui, C'est comme ça ma collaboration. tout à fait. Vous savez comment j'appelle cette forme de collaboration, Bleriot? Oui, La collaboration par embuscade. moi, je travaille pour que le travail d'Aïssi tombe. En famille, pareillement. Tout à fait. Des frères, vous voyez un frère qui travaille à dénigrer L'autre frère. son frère. Quand il trouve les gens en train d'applaudir son frère, on dit que son frère a du succès. Il dit, ah, si vous savez même qu'il n'a pas construit la maison pour notre mère. Voilà son intervention bidon. Pour gâter. Et qu'est-ce que tu dis des prouesses de ton frère, de ce qu'il fait de bien? Donc, il y a ça en famille. On dit que c'est Aïssi qui nous a fait venir la lumière. Ah, le ministre lui a donné ça pour bien. Toi aussi, tu ne pouvais pas partir. Le ministre te donne ça. Non. Donc, il y a des frères. Et vous avez des gens comme ça qui sont pas simplement des rabat-joie. Parce qu'il y a en français, un rabat-joie, c'est quelqu'un qui, lorsque vous avez un événement heureux, une parole heureuse, lui, il arrive toujours, il dit une connerie. Vous lui dites que ma femme vient d'être admise au concours de l'ENAM. Il dit, ah, ta femme qui t'avait trompé une fois là. Ce sont des sorciers. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il est là pour gâter. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette sagesse matinale. Dieu seul sait que ce que Bleriot vient de relever est d'une véracité à nul autre pareil. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent ce mardi, c'est un plaisir. Le jour s'est bien levé. Tout à fait, exactement, je suis debout. Tout Grâce à est Dieu. calme. Ça va. Les voisins sont de plus en plus tolérants. Tolérant par rapport à quoi? Non, Je nous suis pas allons, le genre lancer, de fille. nous allons lancer cette campagne. La campagne sera baptisée Un peu plus de tolérance. Ah, Parce que de plus en plus, les Camerounais sont intolérants. Les Camerounais sont de plus en plus nerveux. Je ne sais pas pourquoi. oui, la hein. nervosité, oui, parfois ici, mais l'intolérance, il faut savoir sur quoi on doit être tolérant. On n'est pas tolérant avec tout. Hein. C'est clair, Oui. c'est clair. Mais est-ce que ça justifie le fait que vous montez dans un taxi, vous dites bonjour aux passagers que vous trouvez, personne ne répond. Vous Quand savez vous que insistez encore à dire bonjour, quelqu'un vous dit on t'a envoyé. c'est la jambiose, non? C'est la Et jambiose. tu restes tranquille, dis, si je continue, peut-être ce sera une gifle. Les gens, je dis que les gens ont des, comment on appelle ça, les nerfs à fleur de peau. Les gens sont nerveux. Les temps sont durs. Vous avez l'impression qu'il faut simplement une étincelle pour que ça prenne feu. Oh. Il n'y a pas l'argent dehors, parfois ici c'est la janvier, donc Qui a dit les qu'il n'y a gens pas sont- l'argent dehors? Non, il n'y a pas l'argent Mais dehors aussi, pour tu- certains. Dites que Parce vous n'avez si pas. tu as l'argent, Dites tu que le vous dis. n'avez pas Nous, on n'a l'argent. pas Qui a dit l'argent. qu'il n'y a pas l'argent? Avec les Moi, je n'ai immeubles pas. qui poussent Non, il y a là, l'argent. Moi, je n'ai pas. les Il y a duplex au quartier golf, il n'y a pas l'argent. Qui n'a pas l'argent? Comment moi je peux marcher sans argent? Il y en a qui continuent à offrir des très belles voitures à la petite copine. Avec ça, il n'y a pas de l'argent.
Claudia, Dis que c'est toi qui ne tu vois pas défends l'argent. encore les TISA ce matin? Bien sûr que oui. Bien sûr La que oui. présidente Elle mérite. de l'association des TISA du Présidente Cameroun. mondiale. La présidente mondiale des TISA s'appelle Claudia. Claudia, tiens. Présidente Vous êtes mondiale, nommé, il c'est faut ça. célébrer ça. On l'applaudit pour toi, Claudia. Tu viens d'être nommé. Les petits avons maintenant te contactent. Je vous en prie, Pour Pascal, la je mise ne suis en pas place du prête bureau. pour ça. Maintenant, nous allons constituer le bureau exécutif. Claudia, Oui, papa, ici. ressaisis-toi et repartons calmement en kiosque pour la température qui prévaut de ce côté. Tout à fait. Parfait. Ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun et à l'échelle internationale. Ces dernières 24 heures à la une ce mardi. Autoroute Yaoundé-Douala, la phase 2 se concrétise. Le tabloïd d'Info Matin nous informe que le gouvernement, via le ministère des Travaux publics, est déterminé que ce tronçon qui relie Bibondi à Douala, long d'environ 141 km, soit livré avant la fin des 36 mois. Il faut aussi accélérer les travaux ailleurs, notamment dans la construction des Smart Campus. À ce sujet, le témoin qui répond présent que ce jour nous fait savoir que le ministre Joseph Lé exige le début des travaux. À lire également en kiosque ce matin, journée internationale de la douane, lui, Paul Motazeux, lance les hostilités à Garoua. L'œil du Sahel rend compte en page 3. Dans sa parution de ce mardi, la Nouvelle Expression nous propose de lire l'interview de Monseigneur Cléda. La lettre ouverte au ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, fait la une de ce journal. Le jour se lève, les enjeux sécuritaires de l'année 2025 sont au centre des échanges au ministère de la Défense. La cérémonie de présentation des vœux de la nouvelle année a permis au ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, d'évoquer quelques-uns, lesquels vous découvrirez dans ce journal. Cette présentation des vœux continue de faire jaser plus d'un. Le Point nous dit ce matin qu'il trouve le MINDEF attentionné. Cependant, en ce qui concerne la vie de la nation, les aspects et perspectives de 2035, Paul Biya, intact, révèle Thierry Patrick Kondoa. Le focus du jour, le focus de la semaine, dans tous les cas, le focus du jour en presse, deuxième jour de la semaine, y arrive. C'est avec Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental marque un arrêt sur la présidentielle. Cameroun Tribune livre tout ce qu'il faut savoir sur les voies de l'investiture. Dans son édition du jour, le Messager nous conduit sur le quai de la performance au port autonome de Douala. En effet, une convention de partenariat de 70 millions vient d'être signée entre le PAD et la filiale de l'entreprise française des travaux maritimes. Pour clôturer cette revue de la presse nationale, un sujet et pas des moindres, la question de la double identité. Mutation traite l'affaire à carte sur table. Il faut retenir ici que, hormis l'interrogation sur comment se déroule l'opération lancée par la délégation générale à la Sûreté nationale à l'effet de résoudre les problèmes de filiation pour la délivrance des cartes nationales d'identité, la DGSN signale un peu plus d'1 million de cas de double identité enregistrés. Dans l'actu presse internationale à présent, une seule actualité à retenir, la presse américaine, française, allemande, mexicaine et même espagnole célèbre pour les uns le retour triomphal de Donald Trump à la Maison-Blanche. On parle de l'âge d'or. Pour les autres, l'arrivée du 47e président Donald Trump laisse planer quelques inquiétudes du côté du vieux continent, comme c'est le cas avec le Parisien qui s'inquiète d'une possible hausse des droits de douane annoncés par le président américain lors de sa campagne. Donald Trump, saison 2 à la Maison-Blanche aux États-Unis. C'est parti pour 4 bonnes années de leadership parfait ici. Merci Claudia Ncha pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Et il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent mardi. Merci. Bon mardi à vous également, parfois ici. Mais avant de partir, j'aimerais quand même dire un mot concernant la presse étrangère de ce matin. J'ai plutôt apprécié le discours de l'investiture du président Donald Trump. Il est revenu sur pas mal de points. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est le fait qu'il parle de cette politique du sexe. Il a dit notamment qu'on va reconnaître deux sexes maintenant. Le sexe masculin, le sexe féminin. D'autant plus qu'aux États-Unis, on a pas mal de phrases. On a la communauté LGBT qui est en pleine expansion. On a cette situation d'étranger, quelqu'un qui naît garçon qui devient fille, l'autre qui naît fille devient garçon. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Et
J'en parle parce que cette idée conforte l'idée selon laquelle si les Américains étaient d'accord avec cette politique concernant la situation des LGBT, ils allaient voter le camp républicain. Mais je pense que les États-Unis ou alors les Américains ne sont pas d'accord. C'est la raison pour laquelle... Vous allez voter le camp démocrate. Démocrate, autant pour moi, merci. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Américains se réveillent peu à peu de leur sommeil, qu'il faut comprendre que la communauté LGBT, peut-être, il faut la bannir définitivement. Bon, Claudia, ce sont des sujets importants. Tout à fait. Mais de plus en plus délicats. Exactement. Vous savez pourquoi? Pas vraiment. Parce que même les personnes les plus insoupçonnées se retrouvent déjà dans cette affaire. C'est vrai quand même. C'est ça toute la délicatesse, la dangerosité de cette affaire. C'est-à-dire vous avez un vieux ami que vous connaissez depuis une vingtaine d'années. Vous commencez à aborder le sujet, tu te rends compte que subitement il ne parle plus. Et tu te sens en insécurité. Et tu connais Blériot depuis une vingtaine d'années. Vous avez souvent eu à partager globalement les mêmes idéaux. Mais un beau matin, tu mets encore ce sujet sur la table. Blériot commence à philosopher. Il amène des grosses théories. Tu ne comprends rien. L'exemple sur Blériot. Non, ce n'est qu'un exemple. Le monde entier. L'exemple sur Blériot ne peut pas marcher, non? J'ai une voisine en Vogada qui ne m'aime pas beaucoup. Mais chaque fois qu'on émet l'idée que je pourrais être homosexuel, elle dit que pour l'autre côté, là, non. Parce qu'elle a vu mes œuvres. Elle a vu mes œuvres. J'ai failli dire tes prouesses. Elle a vu mes œuvres. Elle est voisine. Elle a vu. Donc, pour nous résumer, j'ai également été content. Hein. Donald Trump ne s'en cache pas. Et la réflexion que vous posez ce matin est pertinente. Si les Américains étaient d'accord avec cette chose-là, je voudrais parler comme le président Paul Biya, je pense qu'ils allaient voter contre Donald Trump. Exactement. Mais Donald Trump n'a fait que dire cela lors de sa campagne. Et ils ont voté pour le républicain qui est Donald Trump. C'est la preuve de ce que même les Américains ne sont pas d'accord avec cette affaire. Exactement. Est-ce qu'en France, on est d'accord? Je n'en sais Point rien. d'interrogation. Oui, en France, on est d'accord. La loi a été votée en France. Hein. À l'époque du professeur Taubira. À l'époque, alors ministre garde des Sceaux, c'est une noire qu'on a fait porter cette loi. Et ce n'était pas fortuit. Ce n'était pas fortuit, c'est une noire qui a porté le projet. Et la loi a été votée. Au Parlement ce jour-là, ceux qui essayaient de gronder, le président du Parlement français leur disait « Taisez-vous, vous êtes des homophobes !» Donc la loi a été votée, la loi sur l'homosexualité a été votée en France. Claudia, oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très petite. À tout de suite pour la suite. Quoi qu'on dise ici sur Espace Miné, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, comme d'habitude, une affaire de Pierre Blériot. Pierre Blériot, je t'ai dit de me voir d'abord. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas parler. Une affaire de qui? De Pierre Blériot, Niémec, Claudie, fils de Boumier Belle.
Bon, de casse-tout. Bon, bien, tu peux maintenant parler. Voilà. Merci, parfait. Alors, parfait, nous avions évoqué il y a quelques jours un phénomène qui tend déjà à se répandre, qui se répand de plus en plus. Il était épiphénoménal. Bon, il était marginal. Il est en train de s'implanter et il devient inquiétant, comme un fait de société. De plus en plus, nous assistons à des situations où des jeunes gens, surtout de sexe masculin, ont des rapports intimes avec leur génitrice. Ici et là. Parlons en français facile. Hein. Oui, les garçons cognent le Kosovo de leur maman. Mais là, c'est brutal. C'est-à-dire, de plus en plus, partout, au village, en ville, on ne sait pas. La voie qu'on a empruntée, là, on doit l'emprunter une seule fois quand on est garçon en sortant. Mais on ne doit pas y revenir. Mais de plus en plus, c'est un phénomène qui tend à s'enraciner. Ici, vous entendez, on a surpris un jeune homme. D'autres même, c'est des couples dans les maisons. C'est-à-dire que la maman vit carrément à la maison avec son fils. C'est pas, le fils ne se marie pas. D'autres sont mariés, mais rendent visite constamment à leur maman pour la sale besogne. Des nouvelles formes de sexualité, la magie sexuelle et autres, nous tenons à dénoncer ça aujourd'hui. Merci Pierre Blériot. On évoquait sommairement le problème, je pense, la semaine dernière. Nous avons promis d'y revenir. Je pense que nous y sommes. Maxime Ibrahim, les mots me manquent. Hein? Une maman, une dame a accouché un enfant, un garçon, et des années plus tard, le propre fils de la maman commence à coucher avec elle. Une maman qui couche avec son fils, un fils qui couche avec sa mère. Votre réaction? Parfois, ici, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence intellectuelle. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans... Je pense que de plus en plus, on s'égare des références. Hein. On s'égare des repères. Je ne vois pas ce qui est intéressant pour qu'un homme, si ce ne sont pas des pratiques mystiques ou mystico-démoniaques, veuille coucher avec sa maman, celle qui l'a fait sortir. Je ne sais même pas si, quand on entend ça, dans l'esprit de la société, ça reste, on garde la paix. Je ne sais pas comment est-ce qu'on conçoit ça. Moi, je ne pense pas que si, vous savez, monsieur là qui le fait, hein, si vous couchez avec votre maman et qu'en route, on vous dit, voilà le monsieur qui couche avec sa maman là, selon vous, qu'est-ce que ça donne comme connotation à votre famille? Qu'est-ce que ça donne comme connotation à votre nom? Qu'est-ce que ça donne comme réputation à votre mère? C'est honnêtement, parfois ici, je suis sidéré, je suis décontenancé, je suis dépassé. Je pense que pour amener un peu les gens à respecter un certain nombre de normes, à respecter Dieu, parce que ça c'est un affront bizarre, je voulais rappeler, hein, parfois ici, une situation qui a eu lieu dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Il y a eu un homme qui était fort, qui avait la priorité sur tous ses frères, la famille des 12 tribus d'Israël, qui a commis le malheur d'aller coucher avec une femme avec laquelle son père avait couché. Et dès qu'il a connu ça, la malédiction s'est déployée pleinement dans sa vie. Parce que ce monsieur-là, quand il mourait, un patriarche, il a pris la peine de bénir tous ses enfants et il a maudit celui-là. Oh là là. Ce sont des actes de malédiction qu'il faudrait éviter et éviter à tout prix. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Je sais que chez Satan, là-bas, plus tu es méchant et tu fais des choses bizarres, plus tu te donnes le pouvoir. Mais honnêtement, il faut arrêter ça. Parce que Satan, là, il n'est pas gentil, il va te tuer. Merci Ibrahim. Vous avez parlé là comme des Ivoiriens. Satan, là, il n'est pas gentil, il va te tuer. Alors, Yvan Boula, avez-vous déjà quand même été au courant d'une affaire comme celle-là? Écoutez, parfois ici, je suis très gêné de parler de ce genre d'affaires. Je ne vous ai pas demandé de parler de ce genre d'affaires. J'ai demandé si vous avez suivi ce genre d'affaires. Oui, ce sont des faits de société qui sont récurrents depuis la nuit des temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ça maintenant, vous êtes donc gêné. Oui, je suis gêné déjà d'entendre ça. Bon, maintenant, je vais quand même coller un petit commentaire parce qu'il y a des raisons
qu'on peut évoquer. Lesquels? Ça peut être soit pour la recherche des avoirs, soit pour le positionnement en société, qui amène dans les jeunes que nous sommes à aller se compromettre et venir. Parfois, certains, je veux dire, donnent des somnifères à leur maman pour faire ça. Moi, j'ai connu des cas comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un vient droguer sa mère, il passe à l'acte avec sa mère, et quand elle se réveille, il lui dit, bon maman, tu sais, je suis allé dans une histoire là, et la condition qu'on m'a donnée, c'est que je dois coucher avec ma mère. Il y a des mamans donc qui cèdent à ce petit jeu, c'est-à-dire que ça devient un exercice régulier. Il y a d'autres mamans qui... Là, on ne lui donne plus des somnifères. Elle commence à oui, le faire de manière consentante. puisque il y a des mamans... Tout part aussi de l'éducation. Quand vous éduquez un enfant à obtenir quelque chose par le mérite, difficilement il sera tenté d'aller chercher des facilités pour obtenir. Il saura que ce n'est pas le travail. Quand vous élevez aussi un enfant dans la facilité, il devient cancre. Donc lui, il sait que pour obtenir quelque chose, il faut que papa appelle, il faut que maman appelle, ou il faut aller faire la queue. Donc c'est ça qui entraîne donc toutes ces histoires qu'on voit en société. Il y a donc des mamans qui cèdent à ce petit jeu. Ça devient leur petit secret, au point où même la femme n'a pas parole. Et tout le monde se plaît. Effectivement, nous connaissons certaines familles, Yvan, pour vous relancer, où la belle-fille commence à se plaindre parce qu'elle ne comprend pas cette trop grande proximité entre son mari et sa maman. Après, on lui dit non, vraiment, tu sais, lorsque la maman l'a accouché, cet enfant, est-ce que tu étais là? Son père est mort très jeune. Mais parfois ici, toutes les proximités ne sont pas forcément... Ce n'est pas ce qu'on a dit. Voilà, ça. C'est pas ce que nous disons. C'est lié à ma maman. Non, pas... tu dors avec elle. Non, pas du tout. Donc, il faut parler des belles filles. Non, est-ce que tu penses souvent dormir chez ta maman? Non, moi, je ne dors pas. Ah, donc, ça va. Yvan, on vous repasse la parole pour chuter. Oui, je vais chuter en disant, il y a des cas sains. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui développent une certaine proximité avec leur maman. Mais il y a des cas vraiment compliqués. C'est-à-dire que parfois, vous êtes dans la chambre avec votre maman. On dit que vous causez. De quelle causerie vous faites là-bas pendant des heures, on ne sait pas. Parfois, la femme, c'était parce qu'il y a il y a des voitures, il y a à manger, le mari donne tout à la belle famille. Et donc, on entretient le petit secret. Il y a justement des mamans qui dénoncent. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a, peut-être si elle a été droguée et qu'elle se réveille, elle va utiliser toutes les méthodes qui sont à sa disposition pour dénoncer. Donc c'est regrettable de l'entendre, mais nous vivons avec ça comme ça. Et je pense que, pour ma part, si c'est constaté, on doit les tuer. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que quand on constate ça, on vous sort sur la place publique, on vous tue. Comme ça, pour que les autres, quand ils vont voir ça, qui n'ont même pas l'intention, bon, quand il est à l'entrée, c'est-à-dire que si j'entre, je vais mourir. Oui, il faut le dire. Comment il faut les méthodes fortes. Il faut les méthodes fortes. Moi, je suis pour la dictature, mais une dictature objective. Oui, il faut qu'on tue. Quand c'est constaté comme ça, on vous tue. Merci beaucoup. Oui, on vous tue. Si on applique et sur la place publique. Yvan, si on applique radicalement cette règle qu'on vous propose sur le plateau, on va perdre beaucoup de connaissances. Et vous savez que quand vous mettez le piment dans la sauce, toute la sauce devient pimentée. C'est clair. Donc, si on perd des gens, les autres vont naître. Et l'humanité ne va pas s'éteindre parce que... en puissance. Ils vont tout casser. Alors, Joseph Zambo, Yvan est clair, il est d'ailleurs sentencié pour ce genre d'individus. On doit les tuer parce que lui n'arrive pas à comprendre qu'un garçon puisse aller avec sa maman. On a parlé tout à l'heure, quelqu'un sur le plateau soupçonnait des pratiques mystico-sataniques, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai que la pratique en question, elle est très coutumière dans une région du Cameroun. Elle est très coutumière. Ah ouais. Oui, Maxime. Vous faites comme si vous nous ignorez. J'ai failli dire que c'est ça l'hypocrisie. Je connais ces régions, mais je ne dis pas. Allons-y, Joseph Zambo. Non, mais il faut déjà d'abord revoir un aspect de choses. L'amour que les mamans ont à l'égard de leurs enfants, surtout des garçons, est un amour qui commence à perdre des limites. Et c'est d'abord là qu'il faut voir le problème.
Ça signifie que la femme, à chaque fois qu'elle voit son enfant, elle pense à la difficulté qu'elle a eue à l'avoir, la difficulté qu'elle a eue à l'élever, et ça fait qu'elle est prête à accepter toutes les conneries possibles, juste parce que il ne faut pas détruire l'effort qu'elle a mené pour que cet enfant soit là. Et c'est ça qui fragilise justement l'écart qu'il devrait avoir entre l'enfant et sa maman. Et on a une petite histoire qui tournait toujours de notre côté. C'est ce jeune garçon qui avait consommé le poutoulou. Voilà. Et puis, celle avec qui il devait le pratiquer n'est pas finalement venue. Et la fille l'a zappé. Voilà. Et lui étant maintenant indisposé, il est tombé malade. Et l'appareil a commencé à gonfler. Et il paraît que dans l'histoire, la condition était qu'il fallait à tout prix qu'il se libère. Sinon, il devrait mourir. Et puisque la seule personne qui était de sexe opposé n'était que sa maman. Dans l'histoire, elle a facilité pour que son fils ne meure pas. Donc, et quand on... Alors, pour ce cas-là, prenons justement ce cas. Oui. Est-ce que... Parce que le débat peut être ouvert. Oui. Nous l'ouvrons d'ailleurs. Oui. Est-ce que cette maman peut être condamnée? Bon, la réalité, c'est que, comme je l'ai dit, on pose ce problème à toutes les mamans. Elles vont presque toutes dire oui. Parce que pour elles, la vie de l'enfant est bien plus importante que le reste des situations. Et c'est ça qui arrive aussi sur le sujet même qui est à l'ordre du jour. C'est que l'enfant ne vient pas faire cet acte envers sa maman parce qu'il est en bonne position. Il le fait parce que c'est soit il le fait, soit il meurt. Et toutes les femmes à cette position vont d'abord penser à la vie de l'enfant. Et c'est où cette dépravation-là prend donc le dessus. Parce que pourquoi est-ce que les jeunes filles le proposent difficilement à leur papa? Vous allez voir que c'est beaucoup plus les jeunes garçons qui le proposent à leur maman parce que la femme est susceptible de facilement l'accepter parce qu'elle pense d'abord à la survie de son fils qui présente le schéma tel que maman, si tu n'acceptes pas, vraiment, je vais mourir. Et donc, on peut comprendre ces mamans, c'est ça? Moi, je ne peux pas les comprendre. C'est pourquoi je ne suis pas loin de l'idée de M. Yvan Boula. Une fois, on dit bien qu'il y a bu boira, ça se fait pour la première fois et après ça suit. On connaît tous ces mamans qui ont toujours tendance à taper la poitrine que mon fils, tu penses que tu peux dire quoi à mon fils? En réalité, ils ont d'autres liens. Ah oui, mais elles savent pourquoi elles disent ça. Qu'il ne peut pas me faire ça. Si tu veux, je l'appelle. Et parfois, c'est la maman qui commence à décider de tout. Hein. Qui décide même de tout, parce qu'à un moment donné, elle sait que c'est elle qui tient le pilier d'argent de son fils, à cause de ce qui se passe. D'où cet acte, puisque le diable profite toujours des ouvertures pour pouvoir exercer sa meilleure fonction, qui est la destruction du monde. Et c'est là où le diable insiste sur cette partie. 1, le fait que toutes les mamans sont faillibles d'accepter cette situation. 2, le fait que tous les enfants, avec la difficulté de la vie, sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent et la gloire, la réussite et tout. C'est une situation qu'on doit radicalement démolir. Merci. Hein. C'est vrai que j'avais causé... non, je n'ai pas causé avec une haute personnalité, mais j'ai eu l'information selon laquelle il y avait une haute personnalité. J'ai dit bien une haute personnalité. Hein. À chaque fois qu'elle allait, la personnalité dans son village, c'était devenu comme un réflexe, j'ai failli dire un rituel. Dès qu'elle gare son véhicule, la première maison où la personnalité entre, c'était dans la maison de sa maman. Et il en a au moins pour 45 minutes. Et il ressort. Et quand j'ai voulu voir un peu plus clair, le garde du corps de la personnalité m'a fait une révélation que, en fait, il va d'abord souvent avoir des rapports intimes avec sa maman. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, c'est pourtant vrai. À chaque fois, dès que le gars, il descend, il entre d'abord chez sa mère. Et quand il ressort, il peut donc commencer à faire tout ce qu'il veut. Il peut commencer à recevoir les gens. Il peut faroter. Il peut boire un verre de whisky, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Pierre Blériot, c'est vrai que sur ce plateau, Joseph Zambo a beaucoup insisté à ce niveau. Je voulais vous poser cette préoccupation. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas aussi être
je ne vais pas dire comprendre ces mamans, mais est-ce que les mamans ne sont pas souvent dans une position inconfortable? Ça veut dire quoi? Ton fils que tu as tant aimé, il vient te voir un beau jour et te dit, maman, il faut que je te parle. Je suis tombé dans une affaire, je suis entré dans une affaire, dans une réunion. Voilà. Tout ce que tu vois là, les 2 villas que je viens de construire, ce sont les gens là qui me donnent l'argent. Le dernier véhicule que je t'ai offert, ce sont les gens là. Et la maman dit, le problème c'est à quel niveau? Elle dit, non, maman, je n'ai pas encore fini. En fait, quand tu vois même l'immeuble de tel endroit, ce sont les gens là. Mais je ne savais pas qu'à la fin, il allait avoir une condition. Ils viennent de me dire que si je dois continuer à bénéficier de tout cela, et si je dois continuer à vivre, il faut que j'ai des rapports avec toi. Si je ne le fais pas, maman, je vais mourir. Ma vie est entre tes mains. Blaireau, est-ce que c'est facile pour une maman, une mère, de dire à son fils, sors de cette maison et ne me parle plus? Ou bien, va et va mourir. Parfois, ici, je ne suis pas une maman. Donc, je ne sais pas si c'est facile pour elle. Mais si on continue dans ce genre de perspective, Ouais. il n'est pas exclu que ton fils aussi vienne te dire de le sodomiser. Toi, le papa. Quand on a dit que c'est mon père qui m'ouvre d'abord le derrière, est-ce que c'est facile pour un papa aussi? Non. Ah, donc, moi, si... Bon, je ne vais pas tout ramener à moi. Bon, si un enfant s'égare, il vient donc me dire que, bon, papa, voilà, on a dit que tu dois me sodomiser et tout le reste, parce que sinon je vais mourir. La réaction que j'aurai, c'est que si je lui dis non tout de suite, lui peut me tuer. Lui peut me tuer. Donc, je vais m'organiser. Elle dit que oui, on organise ça demain soir. Parce qu'un criminel, ça c'est déjà un criminel. Là où il est là, c'est déjà un criminel. Il n'a pas d'état d'âme. Si je lui dis non, Il peut je finir ne avec sais toi. pas ce qu'il peut me faire. Il peut même sortir une arme, me contraindre, après me tuer. Donc, je vais m'organiser. Je lui dis, bon, fiston, j'ai compris, tu es dans une situation demain. S'il réussit à me laisser sortir de là où je suis enfermé, je commence à crier. J'appelle tout le quartier. Pour dire clairement, l'enfant qui va mourir est déjà mort en fait. Vous ne faites que retard. En fait, vous voulez embarquer toute la famille. Ces mamans-là, quelques-unes nous suivent. Hein. Oui. Vous avez évité, on peut parler de stigmatisation, mais si les gens étaient honnêtes et pas hypocrites, c'est parce que dans certaines cultures, il y a beaucoup trop de pratiques qui sont mêlées à l'entrepreneuriat, que les gens se retrouvent dans ce genre de choses. Si vous allez à l'ouest du Cameroun, les gens de l'ouest eux-mêmes vont vous citer d'autres tribus de l'ouest, d'autres clans, où c'est très établi. Ah bon? Oui, moi, est-ce que c'est comme ça? Bon, chez nous, ça existe aussi au centre, au sud, mais de manière disparate. Mais si vous allez là, on va vous dire que ici, dans telle maison, dans telle... Oui. C'est-à-dire que presque tous les enfants savent que c'est la pratique. On va en ville, on revient, on fait avec maman, on rentre. Et donc, là-bas, c'est déjà établi. Il faut dire que la Bible avait déjà vu ça. Le livre de Lévitique, chapitre 18, s'ouvre par cette recommandation. Vous ne ferez pas, Dieu parle aux enfants d'Israël, Israël de Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous étiez. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où vous allez. Tu ne découvriras point la nudité de ton proche parent. Tu ne découvriras point la nudité de ta mère, ni celle de ton père, ni celle de la femme de ton père, ni celle de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère. C'est une abomination. Voilà comment ce livre s'ouvre. Donc ces choses se faisaient là. Parce qu'on n'aurait pas pu écrire ça si elles ne se faisaient pas. Elles se faisaient et la loi est sortie pour les condamner. C'est de l'abomination. Mais beaucoup l'ont dit avant moi. C'est pas un amour. La plupart des mamans n'ont pas un amour sain vis-à-vis de leurs enfants. L'appropriation, la possession, c'est pas de l'amour.
maman, vous nous avez porté dans votre ventre, nos femmes nous portent sur leur ventre. C'est différent. Votre rôle, c'était dans le ventre. Sur le ventre, c'est nos femmes. Il faut leur dire ça, pour les mamans sorcières. Que maman, quand ta mère te dit que j'étais porté dans mon ventre, si tu lui dis que maman, mais ma femme me porte sur son ventre, c'est plus lourd. Parce que aujourd'hui que j'ai 90 kilos, elle me porte sur le ventre. Et toi, tu m'as porté pendant 9 mois, elle me porte pendant des dizaines d'années. Non, Dieu a bien... C'est le désir de nos mamans de nous posséder qui les pousse à accepter des obscénités. Ne pensez pas que ce soit toujours l'enfant qui vient proposer. Hein. Quelquefois, c'est la maman qui amène l'enfant dans des pratiques terribles. Parce que quand vous allez dans les pratiques, pour ceux qui... On commence à vous proposer des choses bizarres. Et tous ceux qui veulent faire la magie de l'argent, si tu veux obtenir l'argent par la magie, tu feras des cochonneries. Ça, parce que le marabout lui-même qui te donne l'argent par la magie, les marabouts peuvent donner l'argent par la magie. C'est pas ce que j'entends. Non, il donne. Sauf que lui n'est pas capable lui-même de faire le rituel qui t'amène à faire. Il y a des rituels kabbalistiques qui existent pour avoir de l'argent. Tu dis que tu veux, on te dit, viens avec une fille vierge de moins de 10 ans. Elle sera la victime sacrificielle. On la pose, on te dit, fais. Si tu as le cœur, parce que ça aussi, il faut voir que, il faut avoir développé un certain nombre je sais pas, de cruauté. Tu la prends dans ces conditions-là et tu as de l'argent. Tu prends ta maman elle-même te dit, mon fils, vraiment, il y a même quoi là? Ton père faisait ça, ça ne nous a rien donné. Si toi tu fais que ça peut donner. Donc c'est une logique. Maintenant, il y a des parents qui estiment que la richesse n'est pas tout dans la vie. Si mon fils peut devenir riche, tant mieux. Il n'a pas été donné à tout le monde d'être riche matériellement. Il y a des mamans aussi. Si tu lui apportes une telle chose, je suis sûr qu'elle te coupe ton engin. Oh là là. Oui. Tu tentes de lui faire une telle proposition, elle te coupe ton engin. On te trouve mort déjà. C'est ça sauver ta progéniture. Parce que c'est une abomination que vous installez dans vos familles. Cette abomination va détruire ce mort-là qui vient te dire que maman, si tu ne me donnes pas, je suis mort. Laisse le mort-là mourir. Tu prends ces choses, tu vends, tu donnes aux orphelinats. Merci Blériot. Il y a Yvan qui voulait absolument rebondir. Hein? Allons-y Yvan. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Parfait. Vous savez qu'en arabe, chez les Arabes, les cousins et les cousines se marient. Oui. Donc, chez nous en Afrique, donc, nous on fait toujours dans l'exagération. C'est-à-dire quand on hérite de quelque chose, on fait pire. Le phénomène s'observe aussi entre les papas et les filles. À titre illustratif, dans la ville de Bafia, je ne vais pas citer le nom, il y a un homme d'affaires là-bas très connu. Quand c'est les Bafia, tu dis à titre illustratif. Quand on parlait maintenant, j'ai été le seul à pouvoir... Non, c'est pour montrer justement que ce n'est pas seulement dans la zone là. Tu vois pourquoi tu dis la zone là? Que c'est général. Non, ne dis pas la zone là. Je voudrais qu'il n'y ait pas de terrorisme intellectuel quand nous parlons à ici. Quand nous voulons parler des autres tribus, nous disons les Bafia perses. Quand tu veux parler des Bamlékés, tu dis la zone là. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. C'est ça le problème, c'est l'hypocrisie généralisée. Mais les Bafia. Les Bafia. Je ne vais pas seulement citer le nom. Parce que les Bafia, eux, ne peuvent pas faire des problèmes. Bon, pour la petite nouvelle, je suis Bafia. Non, ça ne change rien. Je ne dis pas. Non. Est-ce que tu saisis mon problème? Ce n'est pas ton problème à toi seul. C'est le problème qui se généralise au Cameroun. Oui. Quand tu as vu l'imbécile de Lunga Lunga dernièrement, laisse-moi dire. Oui. Non, attendez, je vais vous dire. Non. Attendez. Sur la table de Simon et Binet, ces deux intellectuels, on classe les intelligences. Les individus dont le QI est inférieur à 70, c'est eux qu'on appelle les imbéciles. Inférieur à 50, c'est les idiots. Inférieur à 30, c'est les tarés. C'est scientifique. Donc, l'imbécile. Est-ce que tu as donc le QI de. Moi, je l'ai même placé loin quand j'ai dit imbécile. Il est sur la table de Simon et Binet, il est imbécile. Donc, quand vous voulez parler correctement, et pour qu'on soit en phase avec nos frères, tous les frères, quand tu veux dire Bassa, tu dis Bassa. Tu dis Bafia, quand tu veux dire Bamileke, Bouddha, et tu dis la même chose. Vous comprenez? Ça va faire qu'on ait une société juste.
Pas les gens là. C'est pas les gens là. Voilà, c'est Yvan. Vous reprenez la parole. C'est noté. Voilà, tu es déjà dans mon école. Mais rassurez-vous, c'était pas à ce Non, je veux savoir que j'apprécie déjà ta façon de faire, mais pas jusqu'au bout. Maintenant, Ça casse tout totalement. donc c'est un monsieur qui fait dans les affaires, notamment dans les produits agricoles, et il est polygame. Et il faisait cette pratique systématiquement avec ses filles. Donc, chaque week-end, il y avait une fille qui connaissait que tu vas voyager avec papa et vous allez aller faire ces choses-là. Les mamans se sont rendues compte, ont dénoncé le monsieur, ont porté plainte, mais par la force de l'ombra, comme on dit souvent, il a pu corrompre et les juges et les magistrats. Ça fait qu'il a laissé ces femmes là-bas. C'est-à-dire que il n'y a pas eu une suite favorable. C'est pourquoi je dis que même l'exemple que Joseph a pris pour dire que non, une maman va justifier que non, mon fils va mourir, ça ne peut pas tenir. Il faut les éradiquer. C'est vrai que quelqu'un me disait également que certains hommes, les hommes avec petit H, ils ont des enfants. Mais pour leurs enfants filles, il doit être celui-là qui a le premier rapport avec elle. C'est-à-dire c'est lui-même qui doit dévierger sa fille. C'est-à-dire que même s'il a 6 filles, c'est lui-même qui doit dévierger les 6 d'abord. J'ai regardé le monsieur qui me racontait cette affaire. Je lui ai posé la question si les gens là existent ici au Cameroun. Je ne vais pas vous dire la réponse que le monsieur m'a donnée. Alors, lisons rapidement quelques messages. Bonjour à vous sur le plateau. C'est toujours un plaisir de voir votre émission. Concernant la dénonciation, c'est déplorable. Il faut être sorcier pour faire des pratiques aussi malsaines. Vraiment, je suis d'accord avec le monsieur en blanc. C'est Gwendoline depuis Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce mardi. Nous prenons ce message. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, très beau ce matin. Cette histoire prend vraiment de l'ampleur. J'ai un ami de son propre père a fait l'enfant avec sa propre fille, mais le fils de cette fille pratique déjà la même chose aussi avec sa propre sœur. J'étais obligé de mettre fin à cette amitié de peur que ça peut me contaminer. Tu as bien fait. Tu as bien fait. J'ai remarqué une chose, c'est que la plupart de nos taxis, mais là, je sais pas, la plupart de nos taxis, c'est merci maman. Ah oui, la plupart de nos taxis, c'est merci maman. Je n'ai jamais vu un taxi merci papa. C'est quel code? Effectivement, là aussi, parfait, je t'éclaire donc sur la question. Beaucoup d'enfants qui sont allés chercher la magie, là, ça se fait particulièrement dans le noun. Quand tu finis, même pour des simples motos, tu dis merci maman. Merci maman. Sur le taxi, merci maman. Voilà. C'est-à-dire que c'est maman qui m'a donné ça. Je vais lire comme c'est écrit, mais parfait. Attendez. Comment un garçon fait d'abord pour arriver à avoir de l'érection devant la nudité de sa génitrice? C'est toutefois entrer dans les détails parfaits. Ce qui est plus aberrant, ce sont les positions sexuelles que ceux-ci prennent pendant l'acte avec des préliminaires, des pratiques fellationnistes. Non, arrête ça. Et parce que je ne vais pas continuer à lire. Tu es malade. Parce que la suite est bouleversante. L'une des causes de ce phénomène, ce sont les bisous sur la bouche que les mamans passent le temps à donner à leurs enfants, même lorsque ceux-ci ont déjà atteint l'âge de 4 à 5 ans, ce qui peut développer chez l'enfant un sentiment particulier pour sa maman et conduire à ce type de pratique. Je pense que nous en parlions déjà ici un jour. Moi, on va me dire que, comme parfait, toi, tu es villageois. Je suis souvent allé dans les maisons de ce qu'on appelle vulgairement la bureau, les gens bien, les riches. Tu vois un papa qui fait une bise très appuyée à sa fille pratiquement, qui a déjà 14 ans, 15 ans. C'est presque une bise à la bouche. Moi, je m'effraie. Mais chez eux, c'est bien. Alors, ma doudou, presque à côté de la bouche, là. Pourquoi tu dis presque à la bouche? Voilà. Bon, moi, je trouve comme ça indécent.
Et ils disent que c'est la civilisation. On dit que non, ils sont civilisés. Parfois, ici, tu es villageois. D'accord. C'est ça, nous conduit donc à cette chose. C'est ça. Bonjour, Espace Miné. Et là, nous sommes au 241, c'est le Gabon. La sagesse de ce matin tombe à pic sur un plateau très proche de vous. Bon, moi, je vais passer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, je prends le 212. Il s'agit de quel pays là, le 212? On vérifie très rapidement. Le 212. Maroc. D'accord. C'est le Maroc. Alors, lisons le message. Bonjour, tonton Adalbert, le longuet de la modération. Non. Je dis non. Un non catégorique. Et quand il ferme sa bouche, ou quand il chante et au rigobet son de la modération, quand il coach la RCA, c'est pas de quoi vous parlez. Hein. Oui. Tonton Adalbert, hier avec monsieur Olingui, vous avez rapidement évoqué une problématique intéressante, faire un métier que l'on aime. Je pense que c'est un message de début. Hein. Je prends celui d'aujourd'hui. Bonjour, tonton Adalbert, le constant Mutamba de la modération devant les koulounas du micro. Je suis d'accord avec le Bafia sur le plateau. Il faut prendre ces messieurs qui labourent leur maman, et ce sur la place publique. Pas seulement les messieurs accompagnés de leur maman. Elles sont doit seulement tuer les garçons. On tue le garçon et sa mère. Alors, comme ça, l'air d'Agobert noir là vont prendre des congés à durée indéterminée. Tonton Blériot, où est Alain Douk? Il est où déjà 2 semaines sans le voir. Il manque à la communauté Espace Miné. Alain Douk, le seul consultant qui nous restera lorsque Blériot aura pris sa retraite. Blériot vous a dit qu'il va prendre sa retraite demain. Bon. Compromis, voilà la sagesse du jour est pour les hommes. Si une femme veut prendre le dessus sur toi, prends-la par le dessous. Wow. Parfois ici, le seul catholique qui a compris qu'on ne prie pas Marie, signé votre fournisseur d'idées et de concepts agrégés. Est-ce que c'est moi, j'ai eu à te dire ça? Vous m'attribuez beaucoup de choses. Hein? C'est un gars têtu, là. Vraiment. Alors, prenons rapidement 2 ou 3 dernières préoccupations des téléspectateurs. Hein? Alors, bonjour, parfait. Oh là là. Bonjour, parfait. Samuel Eto'o avait dit merci maman après avoir marqué un but lors de la Coupe des Confédérations. Ça veut dire quoi? C'est Martin Dobili. Moi, je n'en sais rien. Va demander à Samuel Eto'o. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez insinuer par là. Nous, on a parlé des taxis. On n'a pas parlé de ceux qui jouent au foot. On n'a pas parlé des buts. On n'a pas parlé des buts. Bon, maintenant, est-ce que ça existe aussi dans d'autres domaines? J'en sais rien. Va demander Samuel Eto'o. Alors, Blériot n'est pas une maman. Ouais, Castou. Bonjour le panel, c'est Yene depuis un colmeillant. Regardez même les pieds de nos internationaux camerounais. La majorité remercie leur maman. Ouah, papa, ouah. Incroyable. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, autre message ce matin. Motanguia Masoma, voilà l'hypocrisie dans laquelle nous sommes et qui n'arrange pas les problèmes qui minent notre société. J'ai dit ça, j'ai dit plus rien. Bonne journée. Bonne journée à toi. Repartons 241, c'est le Gabon. Bonsoir à vous. Comment un malade mental comme monsieur... Bon, je ne vais pas le lire à l'antenne. Hein? Vous savez quand même que... Allons au 250. Il s'agit de quel pays, là, Blériot? C'est le Rwanda. Bonjour le panel, le phénomène devient de plus en plus récurrent et cela va même au-delà de mère et fils, au père et fille. Ça va donc dire à quel niveau maintenant? Alors, prenons une autre préoccupation. Que dit le téléspectateur? Alors, quelqu'un insiste ici, il veut que je lise absolument son message. Qu'est-ce qu'il dit?
Bonjour le grand casse-tout de la modération, qui casse tout ce qui veut entraver son passage dans la modération, ainsi qu'à ton panel. Je voudrais faire une proposition pour abolir définitivement le problème objet de la dénonciation de ce jour, et vous en comprendrez à la fin la pertinence. Alors, je propose qu'on tue la mère et le fils, qu'on cherche le meilleur ami de son fils, qu'on le tue aussi, qu'on cherche sa petite amie, qu'on la tue aussi, son meilleur collègue, on le tue aussi. Maintenant, on cherche la meilleure copine de sa mère, on la tue. Sa meilleure confidente dans la famille, on la tue. Et si elle a une ménagère ou les gens avec qui elle vit, si jamais ça se passe dans sa maison à elle, on les tue tous. Le voisinage immédiat de l'endroit où ça se passe, on les tue. Vous savez pourquoi ? Pour que définitivement, non seulement ça rentre directement dans l'esprit des gens que c'est la plus grande abomination, mais aussi pour qu'on rende la dénonciation de ce genre de pratique obligatoire et systématique. Pardon, bonne journée. Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Si moi je suis ménagère dans cette maison, pourquoi on doit me tuer? Peut-être parce que vous voulez dire qu'elle n'a pas dénoncé. Tu peux être déménagé dans une maison, mais tu ne maîtrises pas ce genre de pratique. Tu n'es pas au courant. Encore que pour dénoncer, il faut avoir la preuve ultime. Hein. Voilà. Les gens sont dans une chambre, tu ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce que tu as la preuve? Ils peuvent dire que comme il est milliardaire, on comptait l'argent. Alors, prenons le 240, hein, c'est la Guinée équatoriale. Salut espace minier, cette histoire de pratique se fait presque dans toutes les régions du Cameroun. Merci. D'accord. Alors, ce dernier message, hein. Alors, Guy Thierry depuis Ngoro. Guy Thierry dit quoi? Monsieur ici, j'en connais, un ici dans la localité. Il a rompu tout contact avec sa fille parce que c'est un autre homme qui l'a défloré. Non, le gars est tombé dans une colère bleue. Est-ce que c'est pas Donc, un autre homme l'a dévancé. Est-ce que... C'est pas une maladie mentale. Non. Elle n'est pas identifiée comme maladie mentale. Elle n'est pas encore identifiée. Non, c'est des rituels. C'est des rituels. Et ils sont dans la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Le Grand Prix d'Amérique, une course de légende. Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras. Les meilleurs cracks au monde s'affrontent pour écrire leur histoire sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce dimanche 26 janvier, vous aussi écrivez votre histoire avec 2 milliards de francs CFA à gagner. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme.
un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Le Grand Prix d'Amérique, une course de légende. Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras. Les meilleurs cracks au monde s'affrontent pour écrire leur histoire sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce dimanche 26 janvier, vous aussi écrivez votre histoire avec 2 milliards de francs CFA à gagner. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h11 à 52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat et nous vous le disions en ouverture ce matin, en volet de cet entrepreneuriat nous intéresse, nous allons parler du risque et le gain lorsque nous sommes en position entrepreneuriale. Comme d'habitude, nous allons d'abord passer la parole à Joseph Zambo, qui nous plante toujours le décor. Alors, parfois ici, dans le monde des affaires, la prise de décision est souvent un exercice d'équilibre entre risque et gain. Les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise doivent naviguer dans un environnement complexe où chaque décision comporte une part d'incertitude. Alors, au niveau du risque, on a justement des risques financiers où sont inclus les fluctuations des taux d'intérêt, les variations des taux de change et les pertes potentielles dues à des investissements mal avisés. Par exemple, une entreprise qui investit dans un nouveau produit sans étude de marché adéquate court le risque de pertes financières importantes. Des risques opérationnels, on a des risques réglementaires où les entreprises doivent se conformer à un cadre légal qui peut changer, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires. Par exemple, des modifications dans les lois fiscales peuvent impacter les marges bénéficiaires. Les risques concurrentiels où la concurrence accrue peut réduire les parts de marché. L'absence d'innovation peut également exposer une entreprise à des menaces de nouveaux entrants. L'évaluation des risques. Bon, au niveau de la partie d'identification des gains, il y a plusieurs types de gains. Il y a des gains financiers où les profits générés par les ventes ainsi que l'augmentation de la valeur des actifs constitue des gains financiers. Par exemple, une entreprise qui réussit à réduire ses coûts de production peut augmenter ses marges bénéficiaires. On a des gains stratégiques. Cela peut inclure l'acquisition de parts de marché, l'amélioration de la réputation de la marque et le développement des relations avec les partenaires clés. Une stratégie de branding efficace peut renforcer les bénéfices des clients. Il y a des gains opérationnels ou l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, par exemple, grâce à l'autonomisation, permet de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. Il y a les gains sociaux, une entreprise qui adopte
des pratiques durables peut non seulement améliorer son image, mais aussi attirer les clients soucieux de l'environnement. Il y a des mesures des gains. Alors, les gains doivent être mesurés par des indicateurs clés de performance. Cela peut inclure le taux de croissance des revenus, rentabilité nette, satisfaction client. Alors, le lien entre le risque et le gain. Prise de risque calculé. Déjà, alors la prise de risque calculé est essentielle pour la croissance. Les entreprises doivent être prêtes à prendre des risques mesurés pour innover. Par exemple, le lancement d'un nouveau produit sur un marché cible peut comporter des risques, mais si le produit répond à un besoin, les gains peuvent être significatifs. L'innovation et prise de risque. Les entreprises qui encouragent une culture d'innovation sont souvent celles qui prennent des risques. Elles investissent dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux produits ou services. Par exemple, des entreprises technologiques comme Apple, Google qui ont pris des risques pour innover et se démarquer de leurs marchés respectifs. Alors, il existe donc un équilibre entre la prudence et l'audace. Trouver le bon équilibre entre la prudence et l'audace est crucial. Une approche conservatrice peut réduire à des opportunités marquées, tandis qu'une prise de risque excessive peut entraîner des pertes. Donc, les entreprises doivent évaluer les risques dans le contexte de leurs objectifs stratégiques. Donc, on a donc des analyses des risques qui peuvent être faites, une bonne planification, un bon suivi peut aussi valoriser cette situation-là. Merci Joseph Zambo. Nous passons la parole à Maxime Julien. Alors, Maxime, restons d'abord au niveau du risque avant d'attaquer le gain, même si à un moment donné, on essaiera de comprendre le rapport que nous pouvons avoir directement entre le risque en entreprise et finalement le gain. Alors, lorsqu'on est un entrepreneur, est-ce que nous prenons des risques n'importe comment? Y a-t-il une méthode à faire à soi lorsque nous voulons prendre un risque en tant qu'entrepreneur? Alors, parfait. Ici, il faut d'abord commencer par dire que l'entrepreneuriat est risqué. Ça, ne vous trompez pas. Vraiment, le jeu entre le gain et le risque, c'est l'un qui est le moteur ou l'essence de l'autre. C'est-à-dire que dans la vie, vous voyez, la population camerounaise même aime beaucoup le fonctionnariat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à la fin du mois, il y a un salaire qui est arrivé. Vous êtes sûr? Moi, je pense que c'est l'argumentaire que maman m'a donné lorsqu'elle voulait me forcer à aller faire la fonction publique et pas l'entrepreneuriat. Parce qu'on disait, mais est-ce que ça va marcher? Oui, mais il faut d'abord investir beaucoup. Oui, mais tu ne connais pas ça. Oui, mais c'est quelque chose de risqué d'entrée de jeu. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et donc, c'est quelque part un risque. Dans le monde des affaires, le risque, c'est l'incertitude de la décision. C'est-à-dire qu'on se demande, est-ce que je suis sûr qu'en faisant ceci, là, ça va me rapporter de l'argent? C'est vrai qu'il y a une corrélation entre le risque et le gain, parce que parfois, quand tu prends un fort risque, il y a des probabilités pour que tu aies un fort gain. Et cette relation-là existe permanemment. Mais il faut d'abord... Comme tu peux aussi prendre un fort risque, et tu as une grosse perte. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a tout autour de l'univers entrepreneurial toute une école sur la gestion des risques. Le risque, d'abord, c'est quoi? C'est un événement qui, lorsqu'il survient, perturbe le bon fonctionnement ou le déroulé de l'organisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, lorsque ça arrive, vous partez. Les choses ne se passent pas comme vous avez prévu. Il y a des conséquences qui y arrivent. Et donc, il parlait tout à l'heure des risques financiers. Je vais vous montrer le rapport qui est très parlant. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, en fait, on gère les risques. Quelqu'un qui sait gérer un risque ou la probabilité pour qu'un événement survient qui peut perturber son bon fonctionnement est à même de mieux se développer. Je prends juste 2 ou 3 risques. Le premier type de risque que mon frère a cité, c'est le risque financier. C'est le fait que vous avez un projet innovant et puis vous dites non, pour ce projet innovant, il faut 15 millions. Et vous demandez à un banquier de vous donner ces 15 millions. Le banquier ne vous donnera pas ces 15 millions parce que vous dites que vous avez besoin de 15 millions pour fonctionner. C'était un risque financier. Il prend l'argent là-haut, chez ceux qui ont le compte chez eux. Ces gens-là, ils doivent investir cet argent pour qu'ils puissent le récupérer avec des intérêts. Et donc, vous rédigez un business plan. On sait aujourd'hui qu'il y a des logiciels qui vous sortent un business plan avec des calculs parfaits. Et vous voulez dire, mon business plan est bien rédigé. Parfait ici. Les banques, avant de vous donner leur argent, cherchent à minimiser le risque. Comment est-ce qu'ils font pour gérer ça? En réalité, ils ne vont pas vous le dire.
On ne donne pas l'argent à quelqu'un qui a apporté un business plan parce qu'il a apporté un business plan. Un business plan montre que votre affaire est organisée, que vous savez comment est-ce que vous allez gérer la chose. Ça ne montre pas que vous êtes capable de faire ce que vous avez dit à l'intérieur, que vous allez faire. Et donc, ce que le banquier va valider, c'est ce que j'appelle la phase de mise en œuvre d'un projet. C'est-à-dire que vous voulez faire le champ de gombo de Niemek sur 10 hectares, et bien maintenant vous vous dites, ok, avant de demander 10 millions pour travailler sur 10 hectares, je vais prendre mon propre million, ok, je vais aller investir sur 1 hectare, je vais gérer les aléas qui sont liés à la pratique du terrain, et si là je m'en sors et que je pourrais à démontrer que non, avec 1 hectare, j'ai pu générer avec 1 million, 2 millions, 5, non vraiment si on laisse temps, vous allez comprendre que je gère, je connais la chose, là la banque est plus désirée à vous donner l'argent. Elle ne va pas prendre le risque de retirer l'argent que ses clients l'ont donné pour vous donner comme ça. C'est un risque financier. Et il y a des risques opérationnels. Quand on parle d'un risque opérationnel, c'est que dans les opérations de fonctionnement, il y a un événement qui peut survenir qui vous empêche de bien travailler ou d'atteindre vos résultats. Je prends un cas comme ça. Blaireau Yemegdo allait récupérer sa médaille à Douala et il est surchargé avec beaucoup de sollicitations. Et puis il s'est dit, ok, je vais prendre Kameko, comme Douala Yaoundé c'est 30 minutes. Je pense que vraiment d'ici 1 heure je serai là. Sauf qu'il arrive, n'ayant pas très bien connu qui est Kameko, et il découvre que il ne peut pas voyager dans 1 heure comme lui, il avait prévu que dans 1 heure là, il allait se déplacer. Ça c'est un risque opérationnel. On parle de risque stratégique, c'est-à-dire que sur le plan stratégique, quelqu'un qui pense qu'il a un business ou une affaire, et il pense que l'idée qu'il a eu là, ça va marcher. Il est convaincu que l'idée qu'il a eu là, ça va marcher. Il ne faut pas confondre, je vais dire quoi, le besoin potentiel du besoin réel. Quelqu'un me dit, bon, moi je t'assure que si on fait le business, ça va marcher. Il y a des gens qui, je prends un exemple simple pour expliquer, je vais sortir par là. Quand j'étais à l'extrême nord, j'avais la grâce d'avoir la cantine universitaire. Je nourrissais les étudiants ainsi que les enseignants, par la grâce de Dieu. Et quand on est arrivé, parce que moi j'ai eu une formation en hôtellerie, j'ai été formé dans la cuisine, et donc on va se dire, bon, à l'extrême nord là-bas... Finalement, vous avez trop de formation. Vraiment, c'est compliqué, y a pas, on mange que le tasba, on mange que le coquille, il n'y a pas des choses du sud, les gars, et puis les gars, de toute façon, ils préparent là, c'est pas trop ça, on a besoin de vivre quelque chose comme ça. On s'est dit, non, vraiment, c'est des sudistes qui sont montés à l'extrême nord, si on lance quelque chose, ça va marcher. Je lance donc avec des collègues un restaurant de 57 places assises. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que à partir de la 2e semaine et demie, 3e semaine par là, comme je faisais des plats de 1000 francs, 1500, 750, je commence à avoir 7 personnes qui entrent, 8 personnes qui entrent, 9 personnes qui entrent. On a près de 2000 étudiants. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que ça allait marcher? Et quand je les ai même interrogés, ils ont dit que ça allait marcher. Pourquoi est-ce qu'à un moment, je n'ai que 7 à 8 étudiants? Parce que je n'avais pas fait une étude de marché préalable. Je suis entré dans le marché sans étudier le marché, sans évaluer le réel besoin qui est pas le besoin potentiel, mais le réel besoin. C'est quand j'ai migré à beignet bouilli haricots que je faisais 3 grosses mamies de haricots par jour. Et les gens étaient en train de consommer. Parce que là, j'avais vu maintenant ma clientèle réelle, mon besoin réel. C'était 150, 200. Ce qui se passait, c'était qu'ils tous ils voulaient manger. C'était la bonne bouffe, les immensités de bœuf aux légumes, etc. Je félicite encore le maître Ngabo Germain Robert qui m'a appris ce menu-là. Mais il avait des mandats de 30-40 000. Donc, s'il fallait dépenser 1000 francs chaque jour, à partir de la 3e semaine, son mandat est fini, il ne peut plus venir. Et c'est une étude de marché qui vous permet donc d'identifier le réel besoin, d'élaborer la stratégie qu'il faut pour mieux vous positionner. Et ça, c'est la gestion des risques. Merci. Merci, Maxime Julien. Merci de faire découvrir tes talents de cordon bleu sur ce plateau. Vous êtes ingénieur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes excellent cuisinier. Peut-être un jour, vous allez également nous dire que vous avez joué beaucoup au foot. Ouais, c'est arrivé dans le passé. Alors, Pierre Blériot, Nyamek, nous parlons de risque. C'est un aspect également fondamental en entreprise. Ils sont nombreux, vous les connaissez. Peut-être que vous-même vous êtes passé par là, en investissant, que vous puissiez perdre. Comment vous expliquez cela? Ou alors, est-il possible qu'on puisse investir et toujours gagner lorsqu'on a mené des bonnes études de marché? Bon, encore que la notion d'étude de marché, telle qu'elle est enseignée dans les écoles, me pose problème. À quel niveau? L'étude de marché, bon, je vais vous parler simplement. Si vous voulez faire une activité, par exemple, de restauration en Bougada, vous dites, je vais ouvrir un restaurant en Bougada.
Vous faites faire une étude de marché. On va vous dire, Vogada, c'est un quartier populeux, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de personnes. C'est même un quartier populaire, ainsi de suite. Si tu ouvres ton restaurant, voici, il y a beaucoup de personnes. Sauf que la vraie étude du marché, c'est le contact avec le marché. Moi, je vais donc vous dire que si vous ouvrez un restaurant en Vogada, si vous ouvrez sur la route de la mobile Vogada qui va vers le marché Vogada, vous pourrez avoir de la clientèle. Si vous traversez vers Emombo et vous entrez sur la route de la casse qui va chez moi, là-bas, on n'achète pas les plats qui coûtent plus de 300. Mais c'est ça l'étude de marché. Tu sais, mais nous sommes toujours en Vogada. Il suffit de modifier la route seulement. L'habitude change. Si vous venez à la mobile pour ouvrir un salon de coiffure, vous pourrez faire la coiffure VIP. Si vous venez sur ma route, il n'y a pas de coiffure VIP là-bas. Même si ton salon est beau, comment c'est 500. Si ça dépasse 500, tu déménages. Donc, moi, l'étude du marché, c'est l'étude du contact direct de l'environnement immédiat. Première chose. Deuxième chose sur les risques, j'ai fait dans un domaine qu'on pourrait considérer comme de la stochastique, c'est-à-dire qui ressemble au jeu de hasard. Parfait, quand vous investissez, ceux mêmes qui vous amènent à investir vous disent qu'il faut toujours investir ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà la règle. Il faut toujours investir la part de votre patrimoine que vous êtes prêt à perdre. Je vais aller plus loin. Si un ami vient te demander un prêt d'argent, prête-lui seulement le montant que tu peux lui laisser prendre. Que je t'ai donné dans la tête. Ne lui prête pas le montant que tu n'es pas prêt à laisser. Donc, moi, le montant supérieur que je peux laisser à un ami, c'est 500 000. Donc, si tu me demandes 1 million, je ne te prête pas ça. Si je te prête 500 000 et que tu es un ami proche, je sais que si tu bouffes les 500 000, je vais gérer. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on investit. Et le grand danger, c'est l'amour du gain rapide. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'une activité va vous rendre très riche qu'il faut y aller. Non. L'activité qui va te rendre très riche commence par faire en sorte que ce soit le bénéfice tiré de cette activité qui accroît le capital. C'est-à-dire, on dit que si tu investis dans le gombo, tu seras vite riche. Mais 1 seul million. Quand le gombo va te donner 2 millions, prends les 2 millions produits par le gombo. Sachant que si ça tombe, c'est toujours le bénéfice qui est parti. Ne te dis pas que comme ça a produit 1 million de bénéfices, je m'en vais maintenant prendre tous mes 50 millions et m'endetter chez les voisins. Parce que là maintenant, le tout aussi, c'est la totale. Entre-temps, l'AVC peut t'éviter. Hein? Non, l'AVC est déjà là. C'est pour cela qu'on dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Il faut toujours garder la part. Et si vous évoluez comme ça, comme entrepreneur, vous devenez riche, même en échouant. Parce que vous avez pu mesurer le risque. Vous ne vous êtes pas laissé emporter par le goût du lucre, le goût du bénéfice. Le bénéfice, plus le bénéfice est grand, ou plus le bénéfice semble grand, plus le danger est grand. Plus le bénéfice semble grand, plus le danger. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un me raconte une histoire, oh, tonton, si tu mets 1 million dans ça, tu auras 10 millions. Je dis pas ça. Parce que toi-même, il fallait seulement mettre 100 000, tu allais avoir 1 million. Après, tu mets 1 million, tu as 10 millions. Pourquoi tu viens me voir? Ok? Donc, il faut éviter les bénéfices trop grands qui emportent des risques très grands. Merci. Éviter des risques trop grands qui emportent... Il faut éviter les bénéfices trop grands. Éviter les bénéfices trop grands. Qui emportent des risques trop grands. Qui emportent des risques trop grands. Ça, c'est une formule de l'entrepreneuriat que Blaireau est en train de vous donner en direct à l'antenne. Yvan Boula, vous qui êtes justement entrepreneur, est-ce que au niveau justement de votre cursus, il vous est arrivé de faire face aux problèmes de risque et finalement aux problèmes ayant trait au gain? Alors, écoutez, mes copanélistes ont bien détaillé déjà la situation de par la définition de Joseph et les interventions des autres. Moi, je vais résumer ça à la liberté. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est justement libre de faire ses choix stratégiques, le choix de ses collaborateurs, en fait, la gestion de son temps. Mais justement, il ne faut pas sombrer dans le libertinage. Parce que c'est là où les problèmes commencent.
puisqu'on peut gérer son temps comme on veut, puisqu'on peut choisir avec qui travailler, puisqu'on peut choisir les décisions à la hâte, on se dit que on peut atteindre les objectifs comme ça. Non, justement, un entrepreneur, il doit pouvoir se discipliner plus que quelqu'un qui est même dans le fonctionnariat. Parce que le risque est tellement énorme et élevé. Il a sa propre banque. Voilà. Pour moi, donc, un bon entrepreneur doit échouer. Ah bon? Oui, il doit échouer plusieurs fois. Parce que si vous n'avez pas échoué plusieurs fois, vous n'allez pas apprendre comment on fait ce qu'on appelle le risque calculé. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez investir 100 fois et échouer 100 fois. Mais au moins, vous aurez appris à investir, c'est-à-dire que vous aurez au moins gagné en intelligence de ne plus investir comme les fois précédentes. Donc, pour moi, je dis qu'un bon entrepreneur doit être celui-là, au-delà de la discipline, il doit échouer plusieurs fois. Et autre chose, c'est qu'il doit pouvoir se construire une bonne éducation financière. Vous pouvez avoir des gains, mais vous n'en savez pas quoi faire. Donc, c'est ce que le grand frère Léo disait. Après, il faut diversifier. Une fois qu'on a eu les revenus, il faut diversifier pour ne plus se retrouver coincé parce que l'économie est complexe. Donc, il y a des secteurs d'activité porteurs c'est-à-dire que sur court terme, à moyen et à long terme. Donc, sur les 12 mois de l'année, il faut savoir dans quoi investir pour que vous ne vous retrouvez plus comme quelqu'un qui a mis 100 000 dans un business et puis il faut pouvoir diversifier 50 000, 20 000, 20 000 et savoir donc, et il faut surtout créer une chaîne de valeur, c'est-à-dire investir dans des business qui peuvent se compléter. Vous comprenez? Les business qui peuvent se compléter. Se supporter. Voilà, c'est très important. Se porter. Voilà, donc s'il faut le dire comme ça. Si je peux voler une seconde, ici. Oui. Ce que le copanéliste dit est très important. Vous savez ce qui a tué certains entrepreneurs? Non. Vous prenez tout votre capital, vous mettez dans un business à long terme. Ensuite, des problèmes de la vie vous pressent. Vous vous retrouvez dans un crédit que vous payez, par exemple, nous on a des pratiques, comment vous appelez ça, les prêts d'argent qu'on prend au quartier là, avec beaucoup d'intérêt. L'usure. Parfait, tu as pris 10 millions. Tu as mis dans un business qui est supposé te donner le double, mais dans 3 ans. Et tu n'as plus de quoi manger, l'enfant tombe malade. Tu t'en vas prendre 1 million à l'usure. Les 1 million là produisent 20 millions d'intérêts que tu vas prendre. Non, il faut toujours garder la petite réserve. Il ne faut pas se vider parce qu'on dit qu'on est entrepreneur. C'est compris. Bonjour à toi, mon modérateur planétaire, à Castou International, ainsi qu'à ton riche panel. Pour la dénonciation de ce matin, je pense simplement que Sodome a pris refuge dans notre pays. L'immoralité et le mysticisme sont désormais les nouvelles valeurs de notre pays. Si on ne fait rien dans l'urgence, je vous assure que même Dieu va déménager du Cameroun. Encore que nous pensons même que Dieu a renié le Cameroun et à belle lurette. Il faut être radical sur ces bêtises comme Castou. Bref, il faut les exterminer. Bien des choses à vous et la très étincelante, la petite Claudia Ntia. Yannick Chamande depuis le Edmonton. C'est au Canada, oui. C'est le +1. C'est un message donc qui vient du Canada. Alors, prenons les messages, surtout les messages où nous allons parler de l'entrepreneuriat. C'est encore mieux. Allons au 212. On a dit tout à l'heure que le 212, c'était le Maroc. Alors, Monsieur Maxime Julien, vous avez longuement parlé d'étudier le marché dans votre analyse. De manière simple, comment fait-on l'étude d'un marché? Ouais, bon, c'est vrai même que Maxime a un peu expliqué. Blériot a donné sa part, enfin, sa manière de voir une étude de marché. Alors, Maxime, tu apportes un élément de réponse? Alors, parfait. Ici, les études de marché se font au bureau et sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, lorsque vous vous intéressez à un secteur d'activité, vous commencez à lire toutes les études qui ont été menées dans ce secteur d'activité. Vous avez la chance qu'il y a l'Institut national de la statistique qui a la responsabilité de mener des études et de faire sortir des statistiques et qui vous donne les tendances et les besoins de la population. Donc quelqu'un, par exemple, je dis des bêtises comme ça, qui veut se lancer dans la production, je ne sais pas moi, des lapins, je dis des bêtises comme ça, devrait d'abord aller, par exemple, chercher les études qui ont été faites tout autour du lapin, voir l'espèce qui marche, voir les défis que ceux qui élèvent les lapins ont rencontrés.
il lit ces analyses-là. Ça lui permet non seulement d'abord d'identifier les principaux acteurs de l'environnement dans lequel il veut mettre les pieds. Parce qu'en réalité, lorsque vous connaissez les différents acteurs qui existent, vous pouvez mieux vous positionner. L'une des choses, par exemple, qui est extrêmement importante lorsque vous faites une étude de marché, c'est l'étude de la concurrence. Mais qu'est-ce que vous étudiez concrètement chez la concurrence là? Ce sont leurs forces, ce sont leurs faiblesses, c'est les opportunités, c'est leurs menaces. Et on demande même à chaque entrepreneur de commencer d'abord par étudier lui-même ses propres forces, ses propres faiblesses, les opportunités qui s'ouvrent à lui. Et je dis toujours ne pas confondre le besoin potentiel du réel besoin. Et c'est l'étude de marché qui vous permet justement de quitter de ce que vous pensez dans votre tête que c'est bon, que ça va marcher, que c'est facile là, pour arriver vers ce qui marche effectivement. Donc, vous menez ces études-là, vous devez beaucoup lire, beaucoup lire. Vous finissez avec ça, vous descendez sur le terrain. Quelqu'un me demande comment est-ce que je fais pour étudier la concurrence, parce que stratégiquement parlant, je dois élaborer des mécanismes qui font que j'ai l'avantage sur les concurrents qui existent. Pour ça, il faut d'abord étudier les concurrents. Quelqu'un m'a dit, mais on fait ça comment? Il y a une étudiante que j'ai pris récemment qui lançait un institut de beauté. Un spa. Et elle me dit, mais on étudie les concurrents comment? Je lui ai dit que normalement, une étude de marché, un business plan qui est vraiment méticuleux, qui a le contact, dure au minimum 6 mois. Vous partez, vous vous asseyez. Je prends un exemple à Manguier. Je m'assois devant un salon de coiffure. Je prends 6 personnes. Il y a 6 concurrents. Asseyez-vous là. Durant un mois, comptez-moi le nombre de personnes qui sont entrées ici. Ici, quelqu'un va me dire, il y en a 700 qui sont entrés. Là-bas, il y a 250 qui sont entrés. Ici, il y a 100 qui sont entrés. Et lorsque je fais dans la part du marché, je sais que non, dans le quartier là, s'il y a 1000 clients qui vont pour ce service-ci, le concurrent, lui, il en prend 700. C'est-à-dire que lui seul, il occupe au moins 70% de la part du marché. Et là, tu fais, bon, pourquoi il en prend 700? Tu continues à observer le monsieur là. Est-ce que quand on sort de son sport, on est content ou on est fâché? Ce sont les hommes qui entrent, ce sont les femmes qui entrent. C'est quelle tranche d'âge qui entre là-bas? Tu étudies tout ça là. Tu y vas toi-même, tu payes des prestations de service, tu vois ce qu'on fait sur ton corps, et là tu comprends ce qui fait en sorte que les gens ne font qu'aller là-bas. Et à partir mais à de moins ça, que si tu trouves quand même écrit merci maman, tu... et donc, à partir de ça, tu sais quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir comme force pour pouvoir se positionner un tout petit peu. Oui, Yvan va aussi ajouter un mot. Nous parlons de l'étude de marché. Je voulais juste ajouter quelque chose sur mon intervention précédente, c'est que on parle d'entreprendre, de comment entreprendre, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut avoir des prédispositions d'abord à entreprendre. Cette prédisposition va vous permettre donc de pouvoir traverser certaines difficultés, que ce soit les risques ou les gains. Parce qu'il y a des personnes, quand ils ont des gains, ils deviennent fous. C'est-à-dire qu'il a finalement eu du succès, et le monsieur, maintenant, commence à devenir fou, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fait des dépenses exorbitantes. Il faut avoir des prédispositions à gérer les deux situations. Être la même personne, même si vous avez 10 milliards en banque, savoir comment dépenser l'argent, et quand il y a des difficultés, savoir comment les gérer. Même quand on a des problèmes de famille, il faut pouvoir gérer l'essentiel. Donc c'est très important de le noter. Bonjour Bachirou depuis Douala. Je voudrais dire que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas déjà peut-être ne comprennent pas déjà leur activité. Il est un salarié. Si dans ton business, tu n'as pas de salaire, tu vas tomber dans une dépense. L'argent du business n'est pas ton argent. Tout ce qui est lié à des dépenses totales, ça sort de ton salaire dans ton business. J'avoue que moi, je n'ai rien compris. Alors, on prend un autre message rapidement. Encore le 250, c'est le Rwanda. Bonjour, bonne intervention, le panel. La vie, c'est le risque. L'entrepreneuriat est d'une autre façon de prendre le risque qui n'est nul autre que le risque financier. C'est comme un petit garçon qui, au fond de lui, est conscient qu'il ne peut pas inviter une fille au restaurant et s'en sortir durant la semaine. Mais néanmoins, il le fait parce qu'il est sûr de supporter la famine seul. Prendre le risque est bien, mais le fait consciemment est meilleur parce que tu pourras apprendre en évoluant et tôt ou tard tu réussiras si tu es déterminé. Autre préoccupation
Mardi matin, bonjour. Comprendre les risques et les gains en entrepreneuriat nécessite une analyse approfondie du marché, des finances et de la réglementation. C'est André depuis Balmayo qui envoie ce message. On repart au 212, c'est le Marocain. Il revient pour simplement pour dire merci tonton Maxime, soyez béni. Merci. On dira Amen. Amen. Bonjour Perfecto, mon intervention se divise en deux parties. C'est vrai qu'on ne soutient pas les thèses ici. Hein. C'est vraiment un long message, j'espère qu'on va tout lire. Hein. La première concerne une question fréquemment soulevée par les chefs d'État, à savoir l'import-substitution. Cela implique de favoriser les entrepreneurs locaux, mais comment entreprendre localement lorsque nous ne pouvons pas acheter les matériaux nécessaires à l'entreprise à l'étranger? Et quand je parle d'acheter à l'étranger, ce qui nous empêche, c'est l'absence de devises. Nos devises fabriquées dans nos différentes régions grâce à l'exportation de notre cacao, bois et autres. Page 114, rapport sur l'économie, Cameroun, INS, sont utilisés par les hommes d'affaires. Et c'est les hommes d'affaires d'une région pour importer leur quincaillerie, leurs supermarchés et leurs poissons empoisonnés. Alors, comment expliquer que des jeunes entrepreneurs autochtones du centre-sud où l'on cultive le cacao et qui, grâce aux devises obtenues, ne peuvent pas à leur tour importer avec des devises pour devenir des hommes d'affaires? C'est vrai que là, vous posez un autre problème. Hein. Peut-être qu'un jour, après avoir mené minutieusement nos enquêtes, on posera le problème sur la table. Mais faisons aussi un effort de ne pas mettre trop d'aspects tribaux. Alors, bonjour à tous. Les brasseries du Cameroun connaissent actuellement des difficultés pour livrer leurs boissons à Kribi de manière régulière. Cette situation préoccupante peut avoir des conséquences importantes pour l'entreprise, les clients et les opérateurs économiques locaux. Monsieur le directeur général, si vous nous écoutez, nous vous encourageons à prendre immédiatement des mesures pour résoudre ce problème. Les risques liés à cette situation sont nombreux: perte de parts de marché, de revenus, dégradation de la réputation de l'entreprise, insatisfaction des clients et perte de confiance, impact négatif sur l'économie locale. Pour éviter ces conséquences, nous vous recommandons de prendre les dispositions suivantes. Identifier les causes profondes des problèmes de livraison, développer un plan d'action pour résoudre ces problèmes, investir dans la logistique et les infrastructures pour améliorer la livraison, communiquer clairement avec les clients et les opérateurs économiques pour les informer des mesures prises. Nous espérons que vous prendrez ces recommandations au sérieux et agirez rapidement pour résoudre ce problème. Les opérateurs économiques et les clients de Kribi comptent sur vous pour rétablir la livraison régulière des boissons. C'est signé Didier. Bon, c'est vrai que comme nous sommes en entrepreneuriat, ça nous aide, ce genre de message aussi. Bon, les brasseries du Cameroun, ce sont pourtant de très grandes entreprises. Alors, autre message ce matin. Bonjour, bonjour, le lion de la présentation. C'est que je peux conseiller à mes jeunes frères, investissez sur le long terme. Ne soyez pas trop gourmands et ne soyez pas trop effrayés. C'est Loïc Awana Diwo depuis le Congo, Brazzaville. Merci, hein. Joseph Zambo, risque et gain lorsque nous choisissons simplement le segment jeune. N'y a-t-il pas encore trop de difficultés concernant justement ces jeunes-là qui ne savent même pas comment prendre un risque, qui ne savent même pas ce qu'est un risque, qui ne savent pas finalement faire une bonne étude de marché? Parce que sur ce plateau, nous nous sommes rendus compte presque à 70% lorsque nous voulons y parler de risque. Il faut d'abord inclure la notion d'étude de marché. Oui, déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle déjà de risques et gains, ce n'est pas pour les entreprises qui sont nées aujourd'hui. Parce qu'une entreprise qui vient d'être mise en place, directement, ne peut pas encore parler des gains. Une entreprise qui parle déjà des risques et gains, c'est une entreprise qui est déjà mise en place. Mais j'aimerais expliquer ce phénomène-là. C'est un peu comme pour des gens qui conduisent quand même des véhicules. C'est comme l'accélérateur et l'embrayage.
savoir jouer avec les deux te permet justement de comprendre ce que c'est que le risque et le gain, parce que l'accélérateur, ça permet de faire pousser la voiture, et l'embrayage, ça diminue l'accélération de la voiture, ça l'élimine. Donc moi, ce que je veux faire comprendre aux jeunes qui nous suivent, c'est que pour maîtriser les deux, il faut déjà comprendre ce que c'est que les risques dans l'entreprise, il faut le vivre. Il faut avoir plusieurs fois échoué en entreprise pour comprendre ce que c'est que les risques et à quel moment on fait face à un risque en entreprise. Il faut avoir aussi connu des réussites, avoir eu des gains pour comprendre aussi ce qu'il en est des deux. Maintenant, il est primordial de savoir jouer avec les deux. C'est ça en fait le thème aujourd'hui. C'est comment jouer avec le risque et le gain. Le risque ici, c'est le seul mécanisme qui te permet d'innover ou de faire un pas vers l'avant, parce que pour grandir en entreprise, il faut investir des fonds, il faut mettre un personnel à l'appui, il faut des stratégies, et cela constitue un risque parce qu'il faut puiser dans des caisses. Ça signifie que pour mettre un nouveau produit sur le marché, il faut aller dans les fonds de l'entreprise, prendre l'argent nécessaire pour la machine, prendre un nouveau personnel, patatatata. Plus tu prends cet ensemble d'éléments, plus tu ancres dans un risque, parce que tu n'es jamais sûr de la réussite d'une activité tant qu'elle n'a pas encore produit des gains. On est sûr que cette activité est bonne que lorsque les gains commencent à ancrer. Donc, je pense que les jeunes doivent comprendre que il faut dominer le risque. Il faut à la limite même le dompter, parce qu'on fait face aux risques chaque jour. On prend des risques chaque jour. Mais le fait de prendre plus de risques ne te garantit pas plus de réussite. Donc, du coup, il faut donc savoir prendre des risques mesurés. Mais aussi, le deuxième aspect que je voulais aussi évoquer, c'est qu'on ne prend pas le risque financier en entreprise avec l'argent dont on vit avec quotidiennement. Dans un meilleur climat, les entrepreneurs investissent ou prennent des risques sur l'argent qui n'est pas l'argent dont tu dois manger le soir. L'argent qui doit soigner les enfants, qui doit rationner, qui doit payer la maison. En entreprise, il y a toujours un fonds de roulement, un argent nécessaire sur lequel tu manages entre les salaires, loyer de l'entreprise, la lumière, sur les nouveaux investissements. On va chuter. Voilà. Donc, du coup, je propose aux jeunes de savoir panacher, de savoir gérer l'équilibre entre les risques que l'on prend et les gains dont on a besoin. Plus on prend des risques, plus potentiellement on peut avoir des bénéfices, mais il ne faut pas trop en faire. Merci. Ibrahim, lorsque nous parlons donc de risques, nous avons été d'accord qu'on peut donc prendre un risque et on échoue. Quelqu'un sur ce plateau nous disait même que il faut beaucoup échouer. Alors, quand on parle d'échec, c'est également un autre problème qui guette les jeunes entrepreneurs. Vous avez initié un projet, vous avez pris le risque, vous avez échoué les 4 fers en l'air. Qu'est-ce qu'il faut faire? On abandonne? Non, on ne doit pas abandonner parfait. C'est aussi un risque d'abandonner? Non, c'est le risque de ne pas produire ou de ne pas profiter ou valoriser tout ce que tu as investi que d'abandonner. Donc, je pense que je ne suis pas un partisan de il faut d'abord échouer pour réussir. C'est vrai que moi-même... Il faut apprendre comment on réussit. Et parfois, l'apprentissage, elle est douloureuse. Moi-même, j'ai d'abord fermé 3 entreprises. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui à ne pas enfermer celles que j'ai. Mais je dirais que lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, les risques vous attendent. Et vous devez développer, comme les grands entrepreneurs ou les entrepreneurs sérieux, ce qu'on appelle un plan de gestion des risques. Et pour développer un plan de gestion de risque, vous étudiez le risque à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la probabilité que ce risque survienne ou que cet événement-là se produise. Parce que dans chaque corps de métier, il y a des choses, des événements qui arrivent plus souvent, plus ou moins. Et la deuxième, vous étudiez la répercussion que cela peut avoir sur votre business. Si vous vous rendez compte que cette chose qui arrive très souvent là, si elle arrive, eh ben, elle peut plomber tout mon business, vous mettez un plan de gestion de risque pour ce dernier-là. C'est comme ça que vous allez pouvoir manager un certain nombre de choses et vous en sortir. S'en sortir à l'entrepreneuriat, c'est pouvoir gérer les risques parce que l'entrepreneuriat est risqué. Et donc, si vous n'avez pas de formation dans ce sens-là, il faut commencer à la chercher. Bonjour, c'est Rebecca à partir de Yaoundé. Il y a aussi le problème du personnel dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on se lance dans un domaine dont on a besoin de main-d'œuvre, malgré le fait d'être sélectif, il est devenu très difficile de trouver un personnel qui satisfait nos clients comme nous-mêmes.
Ah ouais, d'accord. Un autre message, hein, c'est le +1. Ça doit encore être le Canada. Alors, je vérifie très bien, c'est le Canada. Que dit le téléspectateur Tonton Aïssi? Si tu me permets, je t'envoie juste un petit crédit de communication, mon modeste encouragement pour ton travail acharné. Si d'accord, juste me dire sur quel numéro, très humblement, mon grand. Tu es d'accord? Je vais applaudir, s'il te plaît. Ben, je ne peux être que d'accord. Voilà, moi j'applaudis pour ce Canadien qui encourage l'effort. Merci beaucoup. Hein. Je prendrai ce crédit de communication avec Castou. Il faut donc ajouter. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. Merci à Joseph Zambo. Merci à Ibrahim, Maxime Julien, qui sont nos deux experts maison. Merci également à Yvan Boula, qui pour la première fois a été sur ce plateau. Il était également entrepreneur. Merci à Pierre Bléruniamé qui restera notre consultant, Monsieur Castou. N'oubliez jamais que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?